Sonobook présente La vérité vous rendra libre. L'histoire des 40 dernières années, revue et corrigée par Charles Gave. Lu par Philippe Lebeau. Introduction. Énoncer des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. La première leçon de l'économie est la rareté. Il n'y a jamais assez de quelque chose pour satisfaire tous ceux qui le veulent. La première leçon de la politique est de ne pas tenir compte de la première leçon de l'économie. Thomas Sowell. Revenons en arrière. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'écroule. Peu de temps après, l'Union soviétique est dissoute. La guerre froide s'achève, l'économie de marché et la démocratie l'emportent sur la technocratie et le totalitarisme. L'empire du mal s'est effondré et le monde entier est soulagé. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, voir le livre de Francis Fukuyama, et l'avenir s'annonce tout à la fois paisible et prospère. 34 ans plus tard, où en sommes-nous ? La guerre a ravagé la Serbie, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, le Soudan, et fait rage en Ukraine. La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. La situation financière de bien des pays, dont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, est désespérée. Partout en Occident, les peuples grondent. Le système monétaire international basé sur le dollar est remis en question par nombre de pays non occidentaux. L'écart des revenus s'est creusé comme jamais auparavant entre les plus riches et les plus pauvres. Une grande peur millénariste se répand sur le monde. Gaïa va nous punir de nos péchés en nous faisant tous mourir, grillés ou noyés. Je ne peux m'empêcher de me demander, mais que s'est-il produit en un peu plus de 30 ans pour que nous soyons passés de ce qui apparaissait comme des matins qui chantent à ce crépuscule sanglant dans lequel nous nous enfonçons? C'est à cette question que je vais essayer de répondre et ma thèse sera la suivante. La guerre froide, qui s'entendra de 1948 à 1990, a été gagnée par les États-Unis, ce qui laissa ce pays en position de seule hyperpuissance. Mais pour gagner cette guerre, il avait fallu qu'émerge à l'intérieur même du corps social américain ce qu'Eisenhower avait appelé dans son dernier discours un complexe militaro-industriel. Or, cette structure était, par sa nature, tout sauf démocratique. On ne gagne pas une guerre en votant démocratiquement qui va mourir demain. Une fois le conflit terminé, il eut fallu dissoudre ces structures, dont l'OTAN, et réduire le budget militaire des États-Unis des 2/3. Hélas, il n'en fut rien. Le complexe militaro-industriel survécut et, lentement mais sûrement, prit le contrôle politique des États-Unis. Et sans qu'aucune consultation du peuple américain ait eu lieu, cette structure non démocratique décida de passer d'une stratégie défensive, empêcher l'URSS de progresser, à une stratégie offensive, manœuvrée pour maintenir les États-Unis en position de seule hyperpuissance sur la planète. Pour atteindre cet objectif, la solution consista à transférer la souveraineté des alliés des États-Unis vers des organisations internationales non démocratiques qui seraient contrôlées par les classes dirigeantes américaines. Quant aux adversaires de ce projet, les forces armées américaines venaient leur apporter la démocratie à grand renfort de bombardements. On constate donc que, de façon stupéfiante, le personnel de cet État profond américain a repris à son compte l'objectif de ceux qu'il venait de défaire lors de la guerre froide, c'est-à-dire l'instauration d'un gouvernement mondial contrôlé par des technocrates et qui ne serait responsable devant personne. En fait, il ne s'agissait nullement d'une décision du peuple américain, qui serait devenu tout à coup impérialiste, mais bien d'un coup d'État larvé, organisé par un personnel non élu visant à prendre le pouvoir d'abord aux États-Unis, ce qui est fait, pour l'imposer ensuite au reste du monde, par la force si nécessaire. Effectivement, la méthode semblant porter ses fruits,
le même coup d'État, perpétré par le même groupe social, a eu lieu en Europe, là encore pour détruire les souverainetés locales et les remplacer par des institutions internationales non démocratiques. En fait, le peuple américain a été la première victime de ce coup d'État, et le nombre des victimes ne cesse de grandir tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Bref, et pour faire référence à un épisode de la Bible, cette classe, enivrée de pouvoir, a comme projet ultime de rebâtir la tour de Babel, et pour ce faire veut imposer sa loi, présentée comme un ensemble de principes universels. La dite loi sera appliquée par des tribunaux où siégeront des juges choisis par les États-Unis, tandis que les décisions importantes concernant nos dépenses énergétiques, notre santé, nos mouvements de population, nos armées, nos enfants, seront prises par des organisations internationales contrôlées ou financées par eux. Le mécanisme est toujours le même. Les Nations Unies ou l'Europe créent une institution autonome, telle l'OMS, le GIEC ou la BCE. Ces institutions ne sont contrôlées par personne. Rapidement, on les dote d'un personnel issu des grandes ONG financées par les partisans du mondialisme. Ces organisations sont immédiatement couvertes de prix Nobel de la paix, organisent des conférences internationales où le lait de la tendresse humaine coule à flot, afin de leur conférer une grande autorité morale. Elles commencent alors à prendre des décisions voulues par les vrais patrons des ONG, qui, curieusement, se trouvent posséder la plupart des médias. Et si un vrai scientifique ou un vrai journaliste commence à contester ou questionner les décisions qu'elles prennent, il n'est plus invité aux conférences, perd son poste à l'université ou dans les médias et se voit autorisé à prendre sa retraite à 50 ans dans l'Ardèche, le Gers ou le nord de l'Écosse. Depuis bientôt 10 ans, à l'Institut des Libertés, je commente semaine après semaine les manœuvres de ces malfaisants et, comme j'écris à peu près 40 papiers par an pour cette remarquable institution, environ 400 articles se trouvent librement accessibles sur son site. Au fil du temps, j'ai consacré un certain nombre d'articles à l'analyse des manœuvres de cette classe, que j'ai surnommé les ouins du Seigneur ou les hommes de Davos. Souvent, dans un de ces articles, ou lors d'un passage sur YouTube, j'ai dénoncé les manipulations éhontées auxquelles ces hommes de Davos se livraient pour arriver à leur fin. Les articles et les interviews sont disponibles sur le site institutdeslibertés.org. Mais cette façon de procéder tient un peu du pointillisme. Tous les faits sont là, mais il est difficile d'avoir une vue d'ensemble du processus en cours. Jamais je n'ai réuni toutes les pièces du puzzle en un tout cohérent. Aussi, mettant à profit les quelques loisirs que je passe sous mes platanes, l'esprit enfin libéré des contraintes liées à l'actualité, j'ai décidé de procéder à une petite expérience d'explication de mes propres textes, relus quelques années plus tard pour essayer d'en faire un tout cohérent. Voici ce que j'ai l'intention de faire. Premièrement, je vais considérer comme acquis qu'une classe mondialiste, dominée par le personnel de l'État profond américain, s'est engagée depuis des décennies dans un complot visant à créer un pouvoir mondial centralisé. Je ne vais donc pas essayer de prouver l'existence d'un tel complot, tant un tel effort me paraît être contre-productif. Deuxièmement, ce point étant acquis, je vais travailler à l'envers, c'est-à-dire partir des faits qui m'ont suffisamment alarmé dans le passé pour que je leur consacre une chronique. Troisièmement, en tête de chaque chapitre, je republierai donc une ancienne chronique avec sa date de parution initiale pour y ajouter, à la suite, des commentaires la replaçant dans le cadre de cette entreprise de destruction de nos nations et institutions démocratiques. Prenons un exemple. Nul homme politique ne peut arriver au pouvoir, et surtout le garder, s'il ne contrôle d'abord le logos, c'est-à-dire le langage. J'ai consacré plusieurs chroniques à la tentative de la part de cette classe hors sol de nous faire utiliser exclusivement les mots qui lui convenaient.
Je choisirai donc celle que je pense être la meilleure de mes chroniques sur ce thème et j'ajouterai un paragraphe ou deux pour la mettre à jour et la contextualiser. Et ainsi de suite. Le procédé étant toujours le même. Publication de la chronique initiale, qui parfois remonte à plusieurs années, puis commentaire. Ma méthode, scientifique bien entendu, car toute analyse doit aujourd'hui être fondée sur la science, sera inspirée du mode de raisonner de Ronald Reagan, qui disait « Si ça vole comme un canard, si ça fait coin-coin, si ça marche comme un canard et si ça chie comme un canard, c'est que c'est sans doute un canard. » Et comme je pense que j'ai eu la chance de pouvoir grimper sur les épaules des géants pour mieux discerner ce qui était devant nous, à chaque tête de chapitre, je joindrai une citation de l'un de mes 3 géants personnels, Frédéric Bastiat, Milton Friedman et Thomas Sowell, en espérant que ces textes, très courts, aideront les lecteurs à comprendre l'économie et surtout les feront rire et réfléchir. À l'issue de ce livre, ce sera à chaque lecteur de se faire une opinion sur la réalité du dit complot. En ce qui me concerne, mon opinion est faite. Dans les 30 dernières années, après avoir vaincu l'empire du mal, nous sommes entrés graduellement dans ce que j'ai appelé l'empire du mensonge. Mais cette fois, l'ennemi est chez nous. Et c'est lui qui nous gouverne. Il va donc falloir nous libérer de cette classe qui a pris le pouvoir dans de nombreux pays, de façon légale, certes, mais qui se trouve maintenant délégitimée. Et pour se libérer, il faut dire la vérité, en commençant par affirmer que cette classe existe et qu'elle a un projet. C'est à l'émergence de cette classe et à la réalité de son projet que je vais consacrer le premier chapitre de cet ouvrage. Cet ouvrage sera divisé en 3 parties. Dans la première partie, je présenterai les thèses des 2 combattants. À ma gauche, bien entendu, ceux qui appellent de leur vœu une société de contrôle. À ma droite, ceux qui aspirent à une société de liberté. Dans la deuxième partie, je passerai en revue les victoires initiales des ennemis de la liberté. La thèse que je vais soutenir est simple. Tous les malheurs qui nous accablent ont été la conséquence de décisions désastreuses qui ont été prises en connaissance de cause par ceux qui nous gouvernent. La troisième partie sera consacrée aux signes annonciateurs du réveil des peuples. À l'évidence, les hommes de Davos sont en train de perdre le pouvoir en dehors de la zone de l'OTAN. Le balancier repart dans le bon sens et la défaite inévitable des partisans de la société de contrôle apparaît inévitable, puisqu'ils sont en train de perdre le pouvoir sur la monnaie et l'énergie, et donc sur les 2/3 de l'humanité. Et je conclurai en essayant de montrer ce qui relie les libertés, chères à tous les libéraux, à la liberté. Première partie. Société de méfiance contre société de confiance. Chapitre 1er. Les hommes de Davos et leurs projets. Lorsque la spoliation est devenue le moyen d'existence d'une agglomération d'hommes unis entre eux par le lien social, ils se font bientôt une loi qui la sanctionne, une morale qui la glorifie. Frédéric Bastiat, œuvre complète, 1848. Article paru sous le titre « Ukraine-Russie, hommes des arbres, hommes des bateaux ». Suite. Date de parution initiale, 20 mars 2022. En Polynésie française, la coutume est de distinguer les hommes des arbres des hommes des bateaux. Les hommes des arbres suivent les consignes de Georges Brassens « Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux ». Les hommes des bateaux, eux, coupent l'arbre sous lequel ils sont nés, en font une pirogue et vont voir si l'île d'à côté n'est pas plus belle et si l'herbe n'y est pas plus verte. Il y a quelques années, j'avais émis l'hypothèse que nos systèmes politiques, scindés depuis la Révolution française entre la gauche et la droite, étaient en train de s'organiser autour d'une nouvelle césure, cette fois entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux, les premiers étant enracinés dans leur patrie, l'endroit où leurs pères sont enterrés,
et les seconds n'ayant pas de patrie, mais étant citoyens du monde. Et cette constatation m'amenait à prévoir la disparition des partis traditionnels, la gauche ayant trahi le peuple et la droite, la nation, les instances dirigeantes des deux camps ayant rejoint le camp des hommes des bateaux et laissant de ce fait les hommes des arbres quelque peu désemparés, ce que reflétaient les taux d'abstention aux élections. Cette analyse a été largement corroborée par des faits tels que l'élection de Trump, le Brexit, l'émergence des partis de droite identitaires en Europe de l'Est, au Brésil, aux Philippines, tous ces mouvements étant plus ou moins hostiles à la globalisation et au libre-échange. Au début de ma réflexion, j'ai appliqué ce nouveau concept à l'analyse de la situation politique de chaque pays pour essayer de comprendre comment les hommes des arbres allaient trouver la représentation politique que leur importance numérique justifiait. Mais je me rends compte aujourd'hui que cela était très insuffisant. Les hommes des arbres ont par nature une grande difficulté à créer des alliances entre eux, ce qui n'est pas le cas des hommes des bateaux, qui dès le départ ont monté une série d'alliances internationales, ONG, organisations internationales, cours de justice extraterritorialisés, traités internationaux capturant les souverainetés des peuples, etc., visant à leur permettre de garder le pouvoir dans chaque pays, alors même que la majorité de la population avait envie de se débarrasser d'eux. Les prochaines élections françaises risquent d'en être un exemple parfait. Quand je les appelais les hommes de Davos, je ne savais pas à quel point j'avais raison, tant tous ces hommes se sont soudés entre eux, trahissant de ce fait leurs concitoyens. Les hommes de Davos aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, contrôlent à peu près complètement 1. Toutes les cours de justice, aussi bien domestiques qu'internationales, à l'exception de la Cour suprême des États-Unis. Merci Trump. 2. Toutes les instances parlementaires, à l'exception des parlements britanniques, hongrois et polonais. 3. Tous les pouvoirs exécutifs, sauf dans les 3 pays mentionnés plus haut. Mais la Pologne et la Hongrie sont coincés par leur appartenance à l'Europe politique, totalement contrôlée par les hommes des bateaux. 4. Quasiment toutes les universités dans tous les pays d'Europe, au Canada et aux États-Unis. 5. Ces universités enseignent le rôle néfaste de l'homme blanc dans l'histoire, la globalisation heureuse avec Mink, le devoir d'ingérence avec BHL, la fin de l'histoire avec Fukuyama, le gouvernement par les plus compétents avec Attali, ce qui me fait rire aux éclats, ou que sais-je encore. Et il est très intéressant de constater que tous ces groupes ont comme matrice originelle les idées de Jean Monnet, qui haïssait la démocratie, la nation, à savoir les patries, et entendait créer un système de pouvoir technocratique, c'est-à-dire non élu, s'appuyant sur des cours de justice indépendantes des pouvoirs nationaux. Et chacun connaît les liens que Jean Monnet a noués avec les cercles de pouvoir aux États-Unis pendant toute sa carrière. Le monde que les gens de Davos espèrent et préparent est donc le suivant. 1. Une alliance militaire, OTAN, sous le contrôle des États-Unis, où le poids du FBI, de la CIA, des GAFA et du parti politique portant ce projet, le Parti démocrate, se fait de plus en plus pesant. 2. Un système non démocratique de gouvernance pour l'Europe, basé sur le pouvoir de la Commission, monopolisant les pouvoirs exécutifs et législatifs, et visant à supprimer les souverainetés nationales grâce au pouvoir monétaire exercé par ceux qui contrôlent le dollar. Extraterritorialisation du droit américain pour le dollar, CF, la saisie des réserves de change russes. Et la fin des indépendances monétaires nationales en Europe, grâce à l'euro et à la prééminence des cours de justice internationales indépendantes des nations. 3. Dans le système économique seront favorisées les sociétés monopolistiques qui embrassent le mieux le projet technocratique et millénariste de la classe dirigeante, et tout sera fait pour empêcher l'émergence des concurrents. 4. En ce qui concerne le système de production, l'intérêt supérieur de la nation n'a plus cours, comme l'ont fort bien montré les exemples d'Areva, d'Alstom et d'EDF en France,
ou la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne. 5. Dans le domaine social, l'homme seul, l'homo festivus de Philippe Muret, sera mis au centre de tout, ses volontés ou caprices ayant force de loi pour tous les autres. L'opposition au projet aura donc vocation à être criminalisée. 6. Dans le domaine du logos, le langage sera surveillé, et tous ceux qui refusent d'utiliser la novlangue seront repérés très facilement, excommuniés, et souffriront d'une mort économique et sociale définitive. À ce point du raisonnement, il me faut faire une remarque. Cette société que l'on nous prépare est extraordinairement fragile, au sens de Nassim Taleb. Une société antifragile est par nature capable d'assumer ses contradictions, ses disputes, ses désaccords que, par le passé, on résolvait par des élections contradictoires, des cours de justice indépendantes, des changements de gouvernement ou d'élite. Les démocraties, les vraies, sont antifragiles. Les technocraties et les dictatures sont extraordinairement fragiles. Il est donc certain que les structures de pouvoir du monstre que l'on nous prépare seront extraordinairement fragiles et s'écrouleront d'un seul coup, comme nous l'avons vu pour son avatar précédent, l'Union soviétique. Et comme nous le savons tous, son effondrement sera provoqué par une envolée des prix de l'énergie. Mais en attendant, toute société non démocratique a besoin d'ennemis. Et l'ennemi choisi a été la Russie. Pourquoi la Russie ? Je viens d'en indiquer la raison fondamentale dans la phrase précédente, l'énergie. C'est en Russie que se trouvent les ressources en matières premières dont le monde a besoin, et nulle part ailleurs. Et à ce point, il me faut faire une petite digression. En analysant les marchés avec Didier Darcet pour « gagner de l'argent sans travailler », phrase mythique de ma secrétaire suisse d'il y a 40 ans, nous avons remarqué que dans chacun des grands marchés, il y avait à peu près 20% des valeurs qui ne réagissaient que très peu aux influences habituelles, et il s'agissait des valeurs énergétiques. Ce secteur avait un cycle à 15 ou 20 ans, et les 3/4 du temps environ, il sous-performait massivement les autres valeurs. Mais le reste du temps, ces valeurs cartonnaient comme des folles, ce qui faisait que sur un cycle de 20 ans, elles faisaient aussi bien que les autres. Nous en avions donc conclu qu'il ne fallait pas détenir de valeurs énergétiques dans le portefeuille les 3/4 du temps, mais que dans le dernier quart, il ne fallait avoir que ça. Et d'après nos calculs, nous sommes rentrés dans cette période il y a 2 ans environ. Si nous avons repéré ça avec Didier, je suis bien certain que la CIA aussi est consciente de cette réalité. Et donc, la CIA sait que la puissance financière de la Russie va exploser dans les 20 prochaines années et que les États-Unis vont se retrouver pour la première fois face à une puissance qui sera à la fois énergétique, financière et technologique, et qu'il faut tout faire pour que cette puissance s'effondre avant qu'elle ne gagne ce surcroît de pouvoir. Il fallait donc organiser toutes affaires cessantes une mise au ban des nations de la Russie. Et c'est ce que la CIA organise depuis 2014 et le coup d'État dit de Maïdan, renversant un président ukrainien légalement élu, mais favorable à la Russie, pour le remplacer par des élus favorables aux États-Unis, le but étant que le problème ukrainien empêche la Russie de se développer. Mais c'est là que le bât blesse. Il est trop tard. Le pétrole a commencé à monter. Nous sommes entrés, comme je viens de le dire, et comme je ne cesse de l'écrire depuis 2 ans, dans une période de pénurie d'énergie fossile. Le prix du baril a été multiplié par 4 depuis 2 ans, et ce n'est pas fini. La Russie couvrait hier environ 30% des besoins énergétiques de l'Europe. Comme les Russes ne peuvent plus vendre à l'Europe, il va falloir qu'ils vendent ce pétrole à quelqu'un d'autre. Et pour cela, ils vont accorder des décotes à leurs nouveaux clients, tels que la Chine ou l'Inde, et accepter que le paiement se fasse dans la devise de ces pays. Pendant ce temps, l'Europe, elle, devra payer des surcoûts pour son énergie, et ces surcoûts seront facturés en dollars US. Ce qui veut dire, en termes clairs,
que l'Europe va voir sa compétitivité s'effondrer vis-à-vis de la Chine et de l'Inde, puisque le coût de l'énergie pour ces deux pays sera très inférieur au coût en vigueur en Europe. La base industrielle de l'Europe va donc être décimée, à commencer par l'industrie allemande, qui en outre a pris la sage décision de sortir des moteurs à explosion, domaine dans lequel ils étaient les meilleurs au monde, pour passer aux moteurs électriques, secteur où ils accusent 10 ans de retard sur les Chinois ou les Japonais. Allons un peu plus loin et cherchons quels sont les pays qui ont condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La réponse est, bien entendu, tous. Seconde question. Parmi tous ces pays vertueux, quels sont ceux qui ont pris des mesures d'embargo vis-à-vis de la Russie? La réponse est aucun, si ce n'est les pays membres de l'OTAN ou de l'Union européenne. 1. La Chine est très occupée à botter en touche et aimerait bien que l'on parle d'autre chose, tout en achetant le pétrole et le gaz russe et en le payant en yuan. 2. L'Inde est en train de négocier avec la Russie pour pouvoir payer son pétrole en roupies et de ce fait ne plus accuser de déficit des comptes courants dus à ses importations d'énergie. 3. Le Brésil vient de demander aux autorités russes de les aider à bâtir des sous-marins nucléaires. 4. L'Arabie saoudite aurait offert aux Chinois la possibilité de payer leurs importations de pétrole, ils sont les plus gros acheteurs de pétrole saoudien, en yuan, ce qui veut dire que les Saoudiens craignent de se faire confisquer leurs réserves de change s'ils venaient à déplaire à l'oncle Sam. Et ils ont bien raison. 5. Les Turcs, qui étaient dans une situation impossible à cause des errements économiques d'Erdogan, se voient comme les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.